Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Sébastien Boussois, qui est chercheur spécialiste du Moyen-Orient et directeur de l'Institut géopolitique européen. Sébastien Boussois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Revenons sur les propos de Donald Trump, qui veut faire de Gaza la Côte d'Azur du Proche-Orient, ou du Moyen-Orient, comme on veut. Mais j'ai vu que la Maison-Blanche avait déjà nuancé en expliquant bien que le transfert des habitants de Gaza serait temporaire, en expliquant que les États-Unis ne paieraient rien et surtout n'enverraient pas de troupes. Est-ce que c'est un recul ? Bon, Donald Trump est un peu souvent comme ces VRP ou ces représentants de commerce qui vendent un produit, puis ensuite il faut passer derrière pour arrondir les angles ou pour essayer de dire techniquement parlant et concrètement parlant comment on va s'organiser. Moi je pense que le message est lancé, il est un message qui est lancé en direction de Netanyahou pour le soutenir et lui permettre de maintenir sa coalition, et il est également un message à l'égard du Hamas en disant que le Hamas ne sera pas une solution d'avenir pour gérer Gaza. Oui. Et comme personne n'a rien d'autre à proposer, comme la communauté internationale est relativement passive et impuissante, lui arrive avec cette grande idée qui paraît assez phénoménale ou voire scandaleuse, mais fondamentalement l'idée c'est de savoir globalement ce qu'on va faire, et c'est pour ça que la Maison-Blanche nuance, parce qu'elle revient aux fondamentaux de Donald Trump, qui est, a priori au départ, pas d'interventionnisme et pas d'argent engagé au nom des Américains sur de nouveaux terrains. Voilà. Est-ce qu'il a la volonté, est-ce que Donald Trump a jeté un peu ce pavé dans la mare pour forcer, par exemple, les États du Golfe à réagir et trouver une solution aux Palestiniens? Pour les Palestiniens, je pense évidemment à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Bah écoutez, je pense que ce type de pays-là n'a pas forcément toujours besoin de la validation des États-Unis pour engager ou pour s'engager sur des terrains qui les dépassent et dans leur zone d'influence. Maintenant, je rappelle quand même que les pays que vous avez cités comme le Qatar sont avec les Émirats, les grands partenaires de la région des États-Unis. Donc il y aurait une sorte de gestion ou d'influence ou de soutien financier de la part de ces pays-là pour reconstruire Gaza. Vous savez, la phrase de Donald Trump, tout le monde saute au plafond en criant, en trouvant ça scandaleux. Mais fondamentalement, je le dis à chaque fois, quand vous êtes un gamin de 5 ans à Gaza, dans la situation qui est celle-là, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez le même rapport à la terre par ailleurs que vos aînés? J'ai entendu plusieurs reportages super intéressants ces derniers jours où on voit qu'évidemment, les vieilles générations veulent rester jusqu'à la mort, mais les jeunes, certains, s'ils ont l'opportunité de pouvoir aller ailleurs et de faire quelque chose, ils ont envie de le faire. Alors on a évidemment l'idée d'une nouvelle Mar-a-Lago ou d'un Disneyland qui paraît évidemment au regard du droit international totalement illégal, mais on a aussi l'idée d'essayer de faire de cette terre une terre d'espoir. Et évidemment, quand vous parlez du Golfe, quand il parle de la Côte d'Azur ou de la Riviera, il aurait pu citer Dubaï aussi, évidemment. Ben évidemment. Non, mais vous êtes réaliste, Sébastien Boussois. Le problème, et Trump est confronté comme tout le monde à la réalité du terrain, c'est qu'il faut reconstruire, qu'il va falloir payer pour reconstruire, qu'il faut trouver une solution pour le peuple palestinien. Ce n'est pas facile. La question n'est pas... Absolument. Oui, voilà. Non, mais évidemment, alors j'essaie d'être le plus réaliste possible, et quelque part, Trump n'est pas forcément toujours si irréaliste que ça, parce qu'il pose, preuve en est, il suffit chaque jour qu'il lance une nouvelle phrase, et il y en a une tous les jours, et ça fait débat dans le monde entier, au moins ça a le mérite sous cette administration-là, d'agiter réfléchir à la prise. Mais oui, mais parce que personne ne s'est soucié, à commencer par Benjamin Netanyahou qui a passé son temps effectivement à tout détruire, personne ne se soucie de l'après. D'ailleurs, des gens de sa coalition qu'on ne pouvait pas qualifier de sionistes de gauche à l'époque, au moment de la guerre, lui ont reproché justement ce manque de stratégie sur l'après, parce que qu'est-ce qu'on fera globalement à part reconstruire? Vous dites reconstruire des bâtiments, mais qu'est-ce qu'on fait effectivement des populations? Je trouve que cette idée de revenir en ce moment n'a pas beaucoup de sens en réalité, ces déplacements de population, revenir où? Et puis la gestion n'est pas réglée. Si vous faites un Disneyland ou un Dubaï, vous allez mettre le Hamas à la direction de tout ça? Bien sûr que non. Bien. Autre chose, puisque vous êtes avec nous, Emmanuel Macron qui invite le nouveau dirigeant syrien, Ahmed El-Shareh, à Paris. J'ai appris aussi que parallèlement, ça a peut-être un rapport, CMA-CGM, le grand armateur français, va gérer le port de Latakia en Syrie, qui était une base russe, on s'en souvient. Oui.
Oui. Écoutez, on sait très bien que la Syrie est un maillon stratégique de la région et surtout une opportunité économique énorme pour bon nombre de pays. Je rappelle quand même que pendant que le pays était sous sanction du temps de régime de Bachar el-Assad, les Émirats arabes unis, alliés des Américains, passaient leur temps à contourner les sanctions. Vous aviez des hommes d'affaires émiratis depuis 2012-2013 en Syrie pour déjà reconstruire, pour déjà signer des contrats. Donc évidemment, c'est la bataille des contrats qui se joue dans ce type de pays-là. Il n'y a plus la Russie, les États-Unis pour l'instant ne bougent pas trop parce que je rappelle quand même que Ahmed El-Shareh et ses copains de HTC, donc le groupe anciennement djihadiste entre triple guillemets, est toujours sur la liste officielle des terroristes et des personnes recherchées par les États-Unis. Mais la France essaie de jouer sa carte, sachant qu'elle n'a plus beaucoup d'influence dans la région, soyons clairs. Donc il y a des entreprises qui essayent de placer des pions et de décrocher des contrats. Tant que c'est encore stable et tant qu'on est dans cette situation actuelle d'espoir, entre guillemets, ou peut-être de naïveté en réalité sur ce que la Syrie va devenir dans les mois ou dans les années à venir. Merci Sébastien Boussois, merci beaucoup, Merci. très clair, très direct, mais oui, formidable, au moins c'est une analyse puis nuancée. Mais oui, mais bien sûr.